L'âge de l'aube s'est achevé par une paix signée entre les enfants de la forêt et les premiers hommes. Il n'est rien dit à propos des géants, bien que l'on suppose qu'ils ont été eux aussi inclus dans ce pacte. Il est donc communément admis que l'âge des héros s'étend à partir du pacte jusqu'à la fin de la longue nuit, un événement dont vous avez très certainement entendu parler puisqu'il a véritablement traumatisé les premiers hommes, mais pas que. Pendant ces milliers d'années, des royaumes furent créés et abattus, des maisons nobles apparurent, tandis que d'autres sombrèrent dans les ténèbres pour ne plus jamais en ressurgir. L'âge des héros est surtout connu pour être une période de grande prospérité à Westeros, et puisqu'on est dans les chiffres, il faut savoir que cette ère s'étend entre les années 12 000 et 8 000 avant la conquête pour son début, avec une fin estimée autour des années 8 000 et 6 000 avant la conquête. On pourrait penser que cet âge est mieux connu grâce aux écrits des maîtres, mais c'est loin d'être le cas puisque les sources sont rares, enfin, elles sont nombreuses, mais elles demeurent indéchiffrables pour la très grande majorité. Beaucoup de systèmes de proto-écriture des premiers hommes ont été mis à jour, mais peu de savants savent déchiffrer correctement ces runes qui parsèment les monuments de pierre. De plus, la langue parlée par les premiers hommes est appelée la vieille langue et elle n'est parlée aujourd'hui que par certains clans sauvageons au-delà du mur. Il en va de même pour leurs coutumes qui se sont perdues dans le temps, tout comme leurs rites religieux qui consistaient à pendre les traîtres et criminels par les entrailles directement sur les branches des barrals sacrés. De plus, les premiers hommes ont progressivement abandonné leur dieu d'origine pour se convertir aux anciens dieux vénérés par les enfants de la forêt. Cependant, il subsiste certaines lois qui ont été instaurées à cette période. On peut mentionner le concept de l'hospitalité qui protège celui qui donne une hospitalité et celui qui la reçoit. Cela consiste à un partage du pain et du sel pour sceller cette rencontre. De fait, la personne qui reçoit s'engage à protéger son hôte pendant tout son séjour et, en contrepartie, l'invité doit respecter le droit de son protecteur et ne pas s'opposer aux règles qu'il dicte pour sa propre maison. Enfin, il ne faut pas oublier l'une des lois les plus anciennes qui veut que celui qui juge et condamne doit aussi être le bourreau qui exécute la sentence. Pour enterrer leurs morts, les premiers hommes édifiaient des tumulus pour les personnalités les plus importantes. Il en subsiste assez peu, mis à part dans la région des Tertres, située dans le nord, où l'on peut en trouver beaucoup qui datent de cette époque. Et ça tombe bien car on va parler des légendes qui entourent ce lieu étrange juste après. Parce que qui dit âge des héros dit forcément âge des hommes, et c'est pourquoi nous allons faire un grand tour de Westeros. Vaste territoire glacé de la partie nord du continent de Westeros, on considère cette région comme le premier et surtout comme le plus ancien des royaumes à s'être constitué lors de l'âge des héros. Situé dans une zone hostile à l'homme, ceci pourrait expliquer pourquoi le nord est resté en retrait des conflits par rapport aux autres régions, encore plus lorsqu'on sait qu'il est moins fertile que le sud. C'est un pays majoritairement froid, composé de plaines, forêts sinistres et montagnes enneigées. Les Nordiens descendent tous des premiers hommes, alors que leur sang ne se mêlera que tardivement aux Andals, un autre peuple envahisseur qui fera son apparition un peu plus tard. Les noms des maisons du Nord semblent dériver de cet héritage des premiers hommes. Ces derniers avaient des noms courts, secs et avec des sonorités rudes, Stark, Hull, Omble, Bolton, etc. Les plus connus sont bien entendu les Stark, appelés aussi les loups du Nord. Selon des récits anciens, cette famille aurait régné plus de 8000 années sur son vaste territoire. Avec l'appellation des rois de l'hiver ou rois du Nord dans les derniers siècles, ils étaient des hommes durs qui savaient tenir leur royaume avec fermeté. Leur forteresse iconique est Winterfell, qui signifie littéralement « l'hiver est tombé ». Construite par Brandon Stark le bâtisseur, Winterfell aurait été construite par des géants afin d'englober une grande surface dont un bois sacré. Malheureusement, nous n'avons aucune information sur la date de construction, bien qu'il semblerait qu'elle remonte à au moins 8000 années, soit juste après la fin de la longue nuit. Les mythes se mêlent souvent à la réalité lorsqu'on navigue dans les récits du Nord. Les histoires les plus anciennes mentionnent une guerre qui a opposé les Stark aux géants, et ce conflit se conclut par un exode massif des géants en direction des contrées de l'éternel hiver. Une autre légende parle du conflit ayant opposé le change-peau Gaven Loup Gris et ses frères dans un affrontement mythique contre le roi de l'hiver durant ce qui sera appelé la guerre des loups. Pour en revenir à la région des Tertres qui se situe dans le nord, c'est dans ce secteur qu'une légende persiste à propos du premier roi. Selon des mythes anciens, il s'agirait du souverain incontesté de tous les premiers hommes. Il aurait mené son peuple depuis Essos en direction de Westeros, dominant toutes les maisons qui revendiquent un héritage datant de cette époque.
Maître Kenneth mentionne dans son ouvrage Le Passage des Morts qu'il y aurait une sorte de malédiction autour de ce sinistre personnage. Tous ceux qui se coiffent d'une couronne sur ce territoire pour espérer rivaliser avec la gloire du premier roi verraient leur aspect physique changer. Ainsi, ils se transformeraient progressivement en un aspect cadavérique, perdant leur vitalité et voyant leur espérance de vie diminuer. Le successeur du premier roi se fait appeler le roi des tertres et ce titre sera transmis de génération en génération jusqu'à totalement disparaître. Le roi des tertres gouvernait cette même région et il était souvent en conflit avec les familles voisines dont les Stark. Au cours des siècles, les rois des tertres ont affronté à de multiples reprises les rois de l'hiver lors d'un conflit appelé la guerre de 1000 ans. Toutefois, des runes qui ont été déchiffrées partiellement par les maîtres tendent plutôt à expliquer qu'il s'agit d'une succession de guerres étalées sur près de 200 ans et non une seule qui aurait duré un millénaire. À la fin de ce grand conflit, le dernier roi des tertres plie le genou devant le roi de l'hiver tout en offrant sa propre fille en mariage pour sceller cette paix. Depuis ce jour, la maison d'Austin administre les tertres pour les Stark et elle revendique un héritage direct avec les rois des tertres grâce à son emblème qui fait figurer une couronne avec 2 haches rouillées. Avec cette grande victoire, la maison Stark renforce son emprise sur le nord, bien qu'il subsiste d'autres querelles territoriales avec ses voisins. On peut mentionner par exemple la maison Nerbosque qui, selon des runes anciennes, aurait régné sur le territoire du Bois aux Loups avant d'en être chassée par les Stark. Des chroniques retrouvées dans les archives de la garde de nuit mentionnent aussi une guerre ayant opposé les Stark au mythique roi Garou. Il s'agirait d'un change-peau qui s'était allié aux enfants de la forêt depuis la presqu'île de Mer Dragon. Lors de la chute de ce monarque, les Stark auraient passé tous ses fils par le fil de l'épée alors qu'ils emportaient leurs filles chez eux. Ainsi, ce n'est pas moins d'une vingtaine de maisons qui furent réduites à néant par l'appétit débordant des loups. Pour solidifier son territoire, le roi Jon Stark entreprend la construction de l'antre du loup près des côtes afin de protéger le nord de toute invasion des pirates venus de l'est. Son fils, le roi Rickard Stark, va œuvrer pour renforcer l'autorité de sa famille sur le nord. Il se lance dans une guerre contre le roi des Palus qui gouvernait la région du Neck depuis leur redoutable forteresse de Moat Cailin. Le dernier roi des Palus est tué par Rickard en personne, qui en profite pour épouser la fille du roi vaincu afin de revendiquer ses terres. Avec cette nouvelle région annexée par la force, les Stark possédaient ainsi un royaume bien plus solide. Pour autant, il subsistait un ennemi que les Stark redoutaient par-dessus tout, les rois rouges de Fort Terreur qui étaient de la famille Bolton. La rivalité entre ces deux maisons remonte à la Longue Nuit et toutes les guerres qui se sont déclenchées ont été remportées par les Stark. Il est dit que le roi Royce de Bolton parvient à incendier Winterfell au prix d'importantes pertes. Il en fut de même pour le roi Royce IV du nom, qui était surnommé Royce le bras rouge parce qu'il avait l'habitude de plonger son bras dans le ventre de ses victimes pour en tirer les entrailles à main nue. Ceci n'est que le début de la sinistre réputation des Bolton, bien qu'il semblerait qu'elles aient été largement exagérées par les Stark, car de nombreux rois rouges auraient, selon la coutume, l'habitude de porter des manteaux confectionnés avec la peau des princes Stark qu'ils avaient eux-mêmes écorchés. Pour autant, à une époque depuis longtemps oubliée, Fort Terreur fut capturé par les Stark et Rogar le Veneur, connu sous le nom du dernier roi rouge, fut obligé d'abdiquer tout en reconnaissant l'autorité des Stark sur ses terres. Ses fils furent envoyés en otage à Winterfell en gage de sa bonne foi, alors que les premiers Andals traversaient le détroit pour accoster au Val. Contrairement au nord qui représente le froid, le Conflent est considéré comme le cœur vivant de Westeros. Aucun territoire n'a connu autant de batailles, rois et maisons qui se sont entredéchirés pour le pouvoir au cours de l'histoire avec un grand H. Il s'agit d'une région riche, fertile, et qui a la particularité d'être connectée avec la grande majorité des autres territoires de Westeros, ce qui en fait, vous en conviendrez, un lieu hautement stratégique. Pendant les longs siècles de l'âge des héros, plein de royaumes y ont connu tantôt la gloire et tantôt la ruine. Paradoxalement, nous connaissons assez peu de choses de cet âge pour le Conflent. Je pourrais par exemple vous évoquer le cas de Florian le Fol, un chevalier qui aurait aperçu une fille du nom de Jonquille, qui se baignait dans un étang avec ses 5 sœurs. Le lieu de leur rencontre est depuis surnommé Vierge-étang, et on dit qu'il y aurait eu plusieurs rois qui ont porté le titre de roi de Vierge-étang en se faisant appeler Florian pour recoller à l'histoire de cet illustre chevalier. Un récit assez improbable quand on sait que la chevalerie sera directement importée par les Andals bien plus tard.
Il en va de même pour l'histoire du roi vert de l'œil-dieu, dont on ignore les hauts faits, bien qu'il pourrait être relié à l'existence des hommes verts qui gardent le pacte sur l'île aux Faces. Et comment oublier le titre de roi des rivières et des collines que s'était attribué la maison Aluve jusqu'à leur disparition lors de l'invasion des Andals. Quant au Val, il s'agit d'une région très grande bordée par des hautes montagnes réputées infranchissables. Les premiers hommes installés dans ces contrées étaient peu nombreux et il est difficile de retracer l'histoire du Val à l'âge des héros. La maison la plus connue était celle des Royce de la Roche-aux-Runes qui avait le titre de roi de bronze. Leur emblème est un semis de vis de fer noir sur champ de bronze bordé de runes étranges datant des premiers hommes. Ils étaient régulièrement en conflit avec la maison Chet qui régnait depuis la cité de Goéville en tant que roi des vrais hommes. C'est dire la prétention de la famille Chet. Il est aussi fait mention d'un titre de roi des doigts qui était constamment disputé par les maisons Conques et Clairpierre. Une présentation du Val serait incomplète sans évoquer les clans des montagnes de la Lune qui remonteraient là aussi aux premiers hommes. Ce sont des guerriers assez rustres qui se divisent en plusieurs clans. Il serait moins de 3000 guerriers si l'on unissait tous leurs clans, ce qui fait d'eux une faible force de frappe, bien qu'ils savent jouer sur leur connaissance du terrain et leur férocité pour déstabiliser leur adversaire. C'est d'ailleurs dans le Val que les premiers Andals accosteront, ce qui en dit long sur ce territoire. Quittons à présent les perchoirs du Val pour se diriger vers les îles de Fer. Pour les Fernais, il existe une légende très tenace à propos d'une espèce présente sur leurs îles avant l'arrivée des premiers hommes. Selon ces mythes persistants, le trône de Grey serait déjà présent sur l'île de Vieux-Wick lorsque les premiers hommes foulent ces terres alors que les îles étaient réputées désertes. Des prêtres du dieu noyé vont plus loin en affirmant que ces premiers occupants sont arrivés depuis les profondeurs des océans et qu'ils ont été créés à l'image du dieu noyé. Les maîtres tentent plutôt vers une explication logique, soutenant que les récits des prêtres ont pour but de renforcer la foi de leurs fidèles. Il est également fait mention d'une autre hypothèse donnée par l'archimestre Ereg. Pour lui, les Fernais considèrent que leurs ancêtres ont voyagé depuis une contrée inconnue qui se situerait à l'ouest de Westeros, ce qui expliquerait la présence de ce trône de Grey, mais l'archimestre est finalement revenu sur ses dires, ce qui, vous vous en doutez, sème le doute quant à cette histoire de premiers occupants. À l'époque de l'âge des héros, les îles de Fer ont connu une histoire riche en rebondissements. Pour autant, il y aurait encore une fois deux versions qui s'affrontent, celle des Fernais et celle des Mestres. Commençons par celle qui nous est narrée par les habitants à propos de leurs ancêtres. Selon des légendes ancrées dans ce territoire, les Fernais étaient gouvernés autrefois par un puissant monarque appelé le roi Gris. On dit qu'il gouvernait la mer et qu'il prit pour femme une sirène afin d'avoir des enfants qui vivraient sur terre et dans la mer. Son surnom est dû au fait qu'il avait des cheveux gris, tout comme sa barbe. Il était coiffé d'une couronne de bois flotté afin de symboliser sa royauté quasi divine octroyée par le dieu noyé. Maintes légendes et hauts faits s'entremêlent pour glorifier l'histoire du roi Gris. Il est par exemple admis que c'est lui qui a apporté le feu aux hommes après s'être moqué du dieu des tornades qui aurait en représailles jeté un éclair depuis les cieux pour enflammer un arbre. C'est aussi le roi Gris qui aurait appris aux hommes comment fabriquer un snécar à partir du bois d'Ig, un arbre démon légendaire qui se nourrissait de chair humaine. Mais le plus grand de ses exploits fut son affrontement avec le dragon de mer Naga. Il s'agit d'un gigantesque serpent de mer qui, dit-on, se nourrissait de kraken et léviathans tout en noyant des îles entières lors de ses fureurs passagères. Après l'avoir vaincu, le roi Gris aurait édifié une grande maison autour des ossements de Naga. Les Fernais affirment qu'il aurait régné plus de 1000 ans jusqu'à avoir la peau totalement grise comme sa barbe et ses cheveux. Sentant sa fin approcher, il aurait déposé sa couronne pour entrer dans la mer afin de rejoindre la demeure du dieu noyé, prenant place à la droite du dieu. Il aurait laissé plus de 100 enfants qui, à sa mort, se seraient déchirés pour le pouvoir. Après moult conflits, il ne restait que 16 survivants qui ont décidé de se partager le pouvoir en s'adjugeant une île chacun. Ainsi, toutes les grandes maisons des Fernais affirment descendre d'une de ces 16 branches, mis à part les maisons Bonfrère de Vieux-Wick et Grand-Wick qui revendiquent quant à elles une ascendance remontant jusqu'aux frères du roi Gris. A l'inverse, les Mestres tendent vers une explication moins légendaire pour les Fernais. Dans des archives entreposées à la citadelle, on peut y lire que les îles de Fer étaient autrefois gouvernées par différents rois qui se disputaient le pouvoir. Il est dit que chaque île avait 2 rois, le roi de Roc qui régnait sur l'île du point de vue politique en rendant la justice et en promulguant les lois, ainsi que le roi de Sel qui était un souverain maritime puisqu'il dirigeait les flottes de Snécar et commandait les pillages sur les côtes.
La plupart du temps, les deux rois étaient apparentés ou bien le roi de Roc était plus vieux que le roi de Sel. Les maîtres pensaient que les rois de Sel étaient les princes héritiers destinés à prendre la place du roi de Roc, mais il était commun que deux familles rivales partagent le pouvoir sur une seule et même île. Selon leur tradition, les prêtres du dieu noyé convoquaient un grand conseil à la mort d'un roi afin que les Ferney choisissent un nouveau souverain. Il est également fait mention de coups d'État où des prêtres pouvaient déposséder des rois jugés indignes grâce à l'appui d'autres capitaines de navires. Le prêtre le plus célèbre était Galon Blanc-Bourdon et c'est lui qui aurait instauré certaines règles de vie dictées par le dieu noyé selon ses prophéties. Les Ferney ne doivent pas combattre entre eux, ni voler leurs femmes et encore moins piller les rivages de leurs semblables. En revanche, ils ont le devoir de choisir un souverain des îles de Fer pour gouverner tous les rois de Roc et de Sel. C'est dans ce contexte qu'est désigné Uras Greyfer, surnommé Pied de Fer, en tant que premier grand roi des îles de Fer. À sa mort, son fils s'empare de la couronne, mais Galon se met en colère en déclarant que seuls les états généraux pouvaient désigner un nouveau roi. À sa place, les Ferney désignent un autre souverain issu de la famille Timbal, alors que l'héritier Greyfer n'échappe à la mort qu'après avoir brisé la couronne de son père en la lançant dans l'eau en signe de soumission au dieu noyé. Les siècles suivants furent un âge d'or pour les Ferney qui pillaient les côtes environnantes. Le livre d'histoire de l'archimestre Ereg répertorie pas moins de 111 hommes qui ont porté la couronne de bois flotté depuis le premier grand roi des îles de Fer. Bien évidemment, nous reparlerons de ces rois la prochaine fois puisqu'ils ont participé à la déstabilisation des royaumes qui luttaient contre l'avancée des Andals sur le continent de Westeros. Juste à côté des îles de Fer, on peut y trouver les terres de l'Ouest qui ont une histoire pour le moins originale. L'implantation des premiers hommes a poussé les enfants de la forêt à quitter cette région, permettant aux hommes de s'approprier les forêts. De nombreuses maisons font remonter leurs origines à cette époque de l'âge des héros. On peut mentionner la maison Crakol, fondée par Crake, le tueur de sangliers, mais aussi les Farmans qui s'emparent de Belle-Île après avoir lutté héroïquement contre les Ferney, ou encore les Reignes de Castamer qui s'implantent durablement sur le secteur avec leurs mines et souterrains. Mais les seigneurs les plus puissants de cette région étaient les Castrales du Roc qui siégeaient sur un immense rocher dressé face à la mer du crépuscule. Selon des mythes anciens, le premier seigneur castral s'appelait Corlos et il était un chasseur d'un village de pêcheurs. Il aurait traqué un lion qui s'en prenait à ses moutons jusqu'à le pister dans son antre. Armé d'une pique, Corlos parvient à tuer le lion et la lionne qui défendaient ses petits. Il épargne les lionceaux et c'est ainsi que les dieux récompensent sa clémence en projetant un rayon de lumière dans la grotte. Le jeune homme voit s'illuminer la cavité puisque les rayons font réfléchir de grandes quantités d'or encastrées dans les parois. Pour défendre son trésor contre ceux qui voulaient s'en emparer, Corlos fortifie sa grotte et c'est ainsi que la maison castrale s'installe dans le roc. Ses descendants vont exploiter les veines d'or qui parsèment toutes les grottes, devenant par la même occasion la famille la plus riche de tout le continent de Westeros. C'est alors qu'arriva un jeune homme aux cheveux d'or, Lann le Futé. On ignore sa véritable origine et certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un Andal qui a traversé le détroit tout seul avant l'arrivée de son peuple. Toujours est-il que les historiens s'accordent pour dire que Lann le Futé s'est emparé des richesses de la famille castrale. En revanche, personne n'est d'accord sur la méthode qu'il a employée. Dans la version la plus communément admise, Lann aurait découvert un passage secret à l'intérieur du roc, une faille si petite qu'il fut obligé de se dévêtir et de s'enduire de beurre pour passer. Une fois dans le château, Lann aurait murmuré des menaces aux oreilles des castrales endormis, hurlant la nuit comme un démon avant de prendre la fuite, ou déplaçant des objets de valeur d'une chambre à l'autre pour créer des querelles. Par ruse, il parvient à monter les castrales les uns contre les autres et ces derniers sont même persuadés que le roc est hanté par des esprits malveillants. D'autres affirment que Lann aurait lâché des rats pour chasser les castrales, ou bien ils avancent l'hypothèse qu'il aurait lâché des lions dans les couloirs afin qu'ils dévorent les castrales, et après quoi, Lann se serait emparé de la seigneurie en s'appropriant les filles des castrales pour créer sa propre dynastie, celle des Lannister. Bien entendu, la famille Lannister cherche par tous les moyens à étouffer l'histoire que je vais vous raconter puisque cette version ne les met clairement pas en valeur, bien au contraire. Selon cette variante de l'histoire, Lann le Futé aurait violé les jeunes filles des castrales endormies afin qu'elles donnent naissance plus tard à de jeunes enfants aux cheveux d'or alors qu'elles juraient être vierges devant leur père. Ainsi, les héritiers de Lann se seraient accaparé le pouvoir par la suite. Une autre variation raconte que Lann était un vassal des castrales et qu'il aurait mis enceinte l'une des filles de son lord.
En supposant que le Lord Castral n'avait pas de fils à cette époque, on peut théoriser sur le fait qu'il ait accepté le mariage entre sa fille et Lann afin de légitimer la future naissance de cet enfant. Bref, comme vous avez pu le voir parmi toutes ces versions, la seule chose qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, les Castral disparaissent et que la famille Lannister apparaît. Lann le Futé aurait régné 312 années et engendré des centaines de fils, une version plus que contestable, vous en conviendrez. Voyant que Castral Rock n'était plus adapté pour une si grande famille, les Lannister auraient fondé par la suite la cité côtière de Port Lannis, près de leur demeure, afin d'étendre leur emprise sur ce territoire. Lann le Futé ne s'est jamais proclamé roi, et le premier véritable roi de la maison Lannister fut Loréon Ier le Lion. Durant son règne, il augmente la taille de son royaume en se mariant avec une fille de la maison Rhaene, mais aussi et surtout par une guerre d'une vingtaine d'années contre Morgon Fléonfort, surnommé le roi cagoulé et qui est aujourd'hui considéré comme un nécromancien. Après de multiples affrontements, Morgon fut défait par des soldats Lannister menés par 3 des fils de Loréon. Agonisant, le roi cagoulé aurait prophétisé la mort des héritiers Lannister grâce à ses assassins qu'il dirigerait depuis l'outre-tombe. Le roi du Roc aurait pris ses précautions en demandant à ce que l'on découpe le corps de Morgon en une centaine de morceaux qu'il donnera en pâture à ses lions. Mais 2 années après cette malédiction, les lions s'échappent dans les couloirs de Castral Rock et dévorent les 3 fils de Loréon, accomplissant indirectement la terrible prophétie. On peut également mentionner le cas du roi Serion Lannister qui s'empare des terres jusqu'à la Dent d'Or après avoir lutté contre plusieurs rois qui s'étaient alliés contre lui. Il en va de même pour Gerold Lannister, dit le Grand, qui a mené plusieurs raids contre les îles de Fer, parvenant à s'emparer de plusieurs otages. À chaque fois que les Fernets attaquaient ses côtes, Gerold s'empressait d'exécuter un à un les otages jusqu'à ce que le pillage cesse. C'est plus ou moins à cette période que les Andals foulent enfin Westeros, même s'ils vont mettre plusieurs centaines d'années avant de parvenir jusqu'au territoire des Lannister. Nous poursuivons notre périple avec la région du Bief, située au sud des terres de l'Ouest, et qui est considérée comme le plus vaste et le plus peuplé des 6 territoires du sud. L'histoire du Bief commence avec le légendaire Garth Mainverte. Il est l'ancêtre de toutes les familles de ces contrées, en particulier de la maison Jardinier, et il est aussi considéré comme l'un des grands rois des premiers hommes qui fit traverser son peuple lors de l'âge de l'Aube. Pour les plus fervents religieux, Garth serait une sorte de dieu vert qui meurt chaque automne à la chute des feuilles pour renaître à l'arrivée du printemps. Il est aussi fait mention d'un culte très sordide où cette divinité exigerait des sacrifices sanglants pour assurer une récolte abondante aux agriculteurs. Plusieurs histoires rattachent le personnage de Garth à un être quasi surnaturel, tantôt à la peau verte ou tantôt avec des bois de cerf qui poussent sur son crâne. Il est probable que son surnom de main verte soit dû à ses dons de cultivateur. On dit qu'il était capable de faire pousser n'importe quelle plante. Garth aurait apporté avec lui le don de la fertilité, que ce soit pour les sols ou bien les humains. Les femmes pouvaient enfanter des jumeaux, triplés, même celles qui avaient passé l'âge de concevoir des enfants pouvaient de nouveau donner la vie. Dans son sillage, toute la population était remplie de bonheur, et il en va de même pour les denrées alimentaires qui abondaient à foison. On dit qu'il se déplaçait dans son territoire avec une immense besace remplie de semences qu'il jetait à tout va pour embellir ses contrées. Des légendes qui sont largement contestées par les maîtres de la citadelle qui affirment que Garth n'était pas un dieu mais bel et bien un homme. Ses enfants auraient accompli des miracles partout dans le Bief, donnant naissance à des légendes aussi farfelues qu'improbables. De tous ces enfants, le plus important fut Garth le Jardinier qui s'établit sur les rives de la Mander pour construire la forteresse d'Aujardin. Tous les autres enfants de Garth Mainverte rendaient hommage aux jardiniers qui gouverneront le Bief jusqu'à l'arrivée des Targaryens. Lors de l'âge des héros, les maisons du Bief ne pouvaient pas rivaliser avec la puissance d'Aujardin, où le maître des lieux siégeait depuis le trône de chêne, né d'un gland qui a été planté par la main verte en personne. Nombre de héros ont parcouru ces terres, accomplissant des hauts faits qui résonnent encore dans les mémoires. Le plus connu est assurément Serwyn au bouclier miroir, un homme qui aurait vécu à l'âge des héros, ou bien juste après l'arrivée des Andals. Selon des légendes très persistantes, Serwyn aurait réussi à tuer le dragon Urax en restant caché derrière un bouclier qu'il a poli, de telle sorte qu'il renvoyait au dragon sa propre image. Approchant de la créature, il aurait frappé Urax à l'œil avec sa lance, le tuant sur le coup.
Je pourrais aussi vous parler du Thor de la Grande Tour, un roi appartenant à la maison Hightower qui aurait dirigé la construction de la 5e Grande Tour de Villevieille, un ouvrage qui aurait été confié à un certain Brandon Stark le bâtisseur, réputé pour ses ouvrages à Westeros. Uthor aurait par la suite épousé la fille du légendaire Garth Main-Verte, et 2 fils naîtront de cette union, dont un qui serait vraisemblablement à l'origine de l'ordre des maîtres de la citadelle. À l'époque de l'arrivée des premiers Andals à Westeros, les jardiniers étaient occupés à guerroyer contre les Fernés qui menaient des razzias sur leur territoire, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Le cœur des terres de l'orage est à Accalmie, dernier et plus grand des châteaux élevés à l'âge des héros par le mythique roi Duran Dieu-d'Œil. Bien avant cela, durant la fin de l'âge de l'aube, les premiers hommes s'étaient implantés dans ces régions tumultueuses. Les enfants de la forêt vivaient dans une grande forêt primitive qui s'appelait le bois à la pluie. Il est même communément admis que les enfants de la forêt acceptaient les premiers hommes dans ces contrées, d'autant que les humains s'installaient dans les bois sans en détruire l'habitat. Tout commençait bien jusqu'à ce que les hommes abattent les arbres, ce qui a déclenché le conflit que je vous ai raconté précédemment. Un rappel nécessaire car vous allez voir, cela aura son importance par la suite. Dans les terres de l'orage, les hommes étaient peu nombreux en comparaison des autres territoires. La tradition voulait que les runes soient gravées sur des arbres, ce qui, disons-le, permet de bien moins préserver les traces en comparaison de runes gravées sur un rocher. De plus, la grande majorité des rois de l'orage s'appelaient tous Duran, ce qui pose un souci évident aux maîtres pour avoir un arbre généalogique complet. Les légendes parlent toutes d'une même histoire concernant la famille Durandon. Lors de cette époque reculée, Duran Dieu-d'Œil tombe éperdument amoureux d'Héléneï, la fille du dieu de la mer et de la déesse du vent. En acceptant l'amour d'un mortel, Héléneï se condamne à devenir à son tour mortel, ce qui rend ses parents fous de rage. Dans une vengeance incontrôlable, le couple divin envoie des tempêtes et pluies violentes afin de détruire tous les châteaux que construisait Duran. Après plusieurs tentatives qui se soldent par des échecs, un jeune garçon se présente et propose son aide à Duran pour la construction de sa 7e forteresse. Cet enfant serait, selon les mythes, le futur Brandon Stark le bâtisseur. Ce dernier conçoit un nouveau donjon en joignant les pierres de manière si habile que les vents ne parviennent pas à détruire l'édifice. Il est également dit que les enfants de la forêt auraient participé à la construction de la grande tour d'Accalmie pour la protéger grâce à leur magie. Avec cette nouvelle place forte, Duran aurait régné plus de 1000 ans aux côtés de son épouse, bien que cela soit peu probable. Les maîtres s'accordent plutôt sur le fait que des rois de l'orage portant le nom Duran se sont tous enchaînés pendant 1000 années. Il est donc logiquement fait mention de nombreux héros qui s'appellent tous Duran et qui ont marqué l'histoire des terres de l'orage. On commence par Duran le Dévot, qui redonne des territoires aux enfants de la forêt, ou bien Duran le Lugubre, qui aurait vaincu le roi des géants Lune le Dernier lors de la bataille des eaux crosses, et plus tard, le royaume de l'île de Torse tombe sous la domination de la maison Durandon lorsque le roi Duran le Juste prit pour épouse la fille du roi de Torse. Pendant des milliers d'années, les terres de l'orage s'entre-déchirent pour le pouvoir et certaines maisons parviennent à épouser des filles héritières des Durandon pour se lier à cette famille royale. Ainsi, lorsque les Andals débarquent à Westeros, les Orageois ne s'intéressaient pas à ces envahisseurs car ils étaient bien trop préoccupés à se disputer entre eux, tout du moins pour le moment. Mis à part les îles de fer, Dorne se vante d'être la plus ancienne des couronnes de Westeros. Cela est vrai d'une certaine manière puisque les premiers hommes ont foulé cette terre du sud en passant par un territoire aujourd'hui disparu qui reliait l'est et l'ouest. Pourtant, peu de ces hommes choisissent de rester à Dorne lors de leur arrivée. Même les enfants de la forêt appelaient cette région la Terre Vide, c'est dire la réputation sinistre de ce territoire. Il est dit que même Garth Main-Verte n'aurait pas réussi à faire fleurir l'environnement hostile de Dorne, ce qui l'aurait poussé à aller plus loin vers ce qui deviendra plus tard le Bief. Une partie des hommes décide de rester en voyant une belle opportunité de tirer profit de ce territoire rocailleux et chaud. Ainsi, les Dorniens se répartissent en 3 clans, les rocheux, les sableux et les salés. Ces 3 types ont tous leurs spécificités, mais aussi et surtout leurs propres coutumes, bien qu'il semblerait que ceux qui soient restés le plus proches des premiers hommes soient les Dorniens sableux. Une désunion évidente, d'autant que les conditions climatiques extrêmes n'aident pas à développer Dorne. Cela a pour conséquence l'émergence de petits royaumes éloignés, et il n'y a pas une seule région parmi tout Westeros qui a eu autant de rois en même temps.
L'une des familles les plus connues n'est autre que la maison Dane, dont l'ancêtre fondateur aurait, dit-on, suivi une étoile filante jusqu'à arriver à Dorne. Il aurait découvert une pierre tombée des étoiles dotée de pouvoirs magiques. Sur ce site réputé sacré, il aurait érigé le château des Météores pour régner en tant que roi. Il en va de même pour la maison Ferbois qui s'est installée dans une haute vallée verte, une zone bien protégée qui abrite des précieux minerais qui feront de la maison Ferbois l'une des plus riches de Dorne. Il est aussi fait mention d'une monarchie par système électif qui regroupait une douzaine de familles nobles qui partageaient le pouvoir. Mais cet étrange système vola en éclats lors d'une élection qui entraîna une guerre ouverte. 3 des 12 maisons disparaissent dans ce conflit, laissant le royaume des fleuves exploser en une multitude de petits royaumes. Ainsi, comme vous avez pu le voir, les premiers hommes affrontent peu de troubles après le pacte, mis à part des querelles entre eux. Ils étaient bien loin d'imaginer le cataclysme qui allait se produire, une longue nuit froide et ténébreuse. L'âge des héros est connu pour ses personnages qui se sont illustrés, mais cette période est également réputée pour la longue nuit. Il s'agit d'une longue saison d'hiver qui a duré toute une génération. Les contes de bonnes femmes prétendent que certains enfants n'ont même pas vu le jour se lever tant l'hiver fut intense sur le monde connu. Pour autant, il est certain qu'une catastrophe s'est produite à cette époque. L'explorateur Lomas Grampa dit avoir rencontré des descendants des Rhoynar, un peuple qui vivait le long du fleuve de la Rhoyne sur Essos. Il lui aurait raconté des histoires qui se transmettent de génération en génération à propos de la longue nuit. Selon eux, les eaux du fleuve ont gelé à tel point qu'il fallut l'intervention d'un héros qui aurait réussi à convaincre le dieu crabe et le vieil homme du fleuve afin qu'ils stoppent leur querelle pour s'unir en vue de restaurer le soleil. Il est aussi fait mention d'un héros appelé Azor Ahai que l'on peut retrouver dans les archives d'Ashai. Ce dernier aurait affronté les ténèbres grâce à son épée Illumination qu'il a forgée plusieurs fois. Il l'a d'abord trempée dans de l'eau, mais la lame se brisa. Il a renouvelé son œuvre, cette fois-ci en plongeant l'épée dans le cœur d'un lion, mais l'épée se brisa de nouveau. Enfin, dans une troisième tentative, il plongea l'épée dans le cœur de sa bien-aimée Nissa Nissa, qui était l'être le plus cher pour lui. L'épée qui en ressort illumine tout ce qui l'entoure, et on dit qu'il était capable d'embraser des ennemis avec sa lame enchantée. La légende d'Azor Ahai est connue à travers tout Essos, et son nom diffère selon les régions où il serait intervenu. On trouve des traces de Hyrkoun le héros, Yntar, Néférion ou encore Eldric chasse l'ombre. Les fidèles du dieu rouge Rolor prophétisent son retour depuis cette époque. Lorsque les ténèbres menaceront à nouveau le monde, Azor Ahai sera ressuscité et se lèvera de nouveau contre l'obscurité. C'est dans ce contexte que naît la légende du prince qui fut promis, la réincarnation d'Azor Ahai, qui naîtra dans la fumée et le sel, sous une étoile sanglante, et qui réveillera les dragons de pierre. À Yiti, on raconte que la longue nuit éclate suite à la trahison du sang où l'empereur de Jaspe usurpe le trône. La jouvencelle de lumière se serait détournée des hommes, laissant le lion de la nuit envelopper le monde avec ses ténèbres. Il est dit que la fin de cet âge sombre serait due à l'intervention d'Hyrkoun qui brandissait l'épée Illumination. D'autres affirment que le soleil détourna son visage par honte après un sordide événement et que le désastre ne fut évité que grâce à l'intervention salvatrice d'une femme à queue de singe. À Westeros, la longue nuit se serait déroulée entre l'année 8000 et 6000 avant la conquête, puisqu'aucun maître n'arrive à se mettre d'accord sur la temporalité. C'est durant cette sinistre période que les marcheurs blancs, appelés aussi les autres, apparurent dans le nord de Westeros. Descendant lentement depuis les contrées de l'éternel hiver, ces sinistres créatures montaient des chevaux à l'aspect cadavérique. On dit aussi qu'ils pouvaient monter des immenses araignées des glaces, mais rien ne nous permet d'en affirmer la véracité. Chaque homme qui était tué se relevait pour combattre à leur côté dans leur armée de morts-vivants. On parle d'un dernier héros qui s'en alla quérir l'aide des enfants de la forêt car il espérait que leur sortilège aiderait à sauver les hommes. Une folle quête compte tenu des relations passées entre les deux peuples. Le dernier héros part avec l'aide de 12 compagnons, son cheval et son chien. Traqués par les araignées des glaces, leur voyage dure plusieurs années jusqu'au moment où le dernier héros se trouve seul après avoir perdu toute sa troupe. Même son épée se brise à cause des températures glaciales qui régnaient. Il ne doit son salut qu'à l'intervention salvatrice des enfants de la forêt. Tous les récits s'accordent à dire que le dernier héros parvient à rassembler suffisamment de premiers hommes pour lutter contre les marcheurs blancs tout en étant aidé par les enfants de la forêt. La bataille de l'aube fit rage et elle permet à cette alliance improbable de l'emporter sur les sinistres créatures de l'hiver.
Il est dit que le dernier héros aurait lui aussi participé à la bataille et qu'il aurait massacré les marcheurs blancs avec son épée en acier dragon. Un nom qui rappelle l'acier valyrien, mais qui est en soi un non-sens puisque les valyriens n'existaient pas à cette époque. Quoi qu'il en soit, c'est à la suite de cette victoire que l'ordre mythique des Frères Noirs fut fondé, un ordre que l'on connaîtra plus tard sous l'appellation de la Garde de Nuit. La longue nuit prit fin après cet enchaînement d'événements et il me semblait important de vous les présenter puisqu'ils ne concernent pas tous les marcheurs blancs. Après cette victoire, le monde devait se reconstruire après avoir tant souffert. Pour éviter que les marcheurs blancs ne reviennent, Brandon Stark le bâtisseur ordonne la construction d'un immense mur de glace au nord de son royaume. Selon les récits anciens, Brandon aurait construit le mur à l'aide de géants afin de déplacer les immenses blocs de glace. D'autres affirment qu'il a eu recours aux enfants de la forêt pour ériger le mur. Brandon aurait été amené dans un lieu tenu secret et c'est là-bas qu'il aurait appris la langue des enfants de la forêt. Grâce à ses connaissances et à sa nouvelle amitié avec les enfants de la forêt, Brandon aurait réussi à protéger le mur avec de puissants sortilèges tout en instaurant l'ordre de la Garde de Nuit qui voue sa vie à défendre cet édifice de glace. Il s'agit d'un ordre guerrier composé d'hommes criminels ou bannis qui défend le mur tout en obéissant aux ordres du Lord Commandant élu par ses pairs. D'après des membres de la Garde de Nuit, les enfants de la forêt offraient chaque année une centaine de poignards en verre dragon à la garde parce que ces armes étaient efficaces contre les marcheurs blancs. La garde pensait cette menace définitivement écartée, mais c'était sans compter sur le cœur des hommes qui est aisément corruptible. Le 13e Lord Commandant de la Garde de Nuit est réputé pour être l'un des plus sinistres personnages à avoir existé sur la fin de l'âge des héros. Son histoire est liée aux légendes de Fornox, l'une des plus iconiques forteresses de la Garde. On raconte qu'il était au sommet du mur et qu'il aurait vu une femme à la peau aussi blanche que la lune et avec des yeux bleus. Il la pourchassa dans une forêt et les deux amants s'aimèrent plus que tout, s'unissant sous les étoiles. Par cet acte charnel, le Lord Commandant perdit son âme et décida de ramener sa nouvelle épouse à Fornox tout en se proclamant roi de la nuit. Je tiens également à préciser que ce personnage légendaire n'a rien à voir avec le roi de la nuit inventé par la série Game of Thrones. Il gouverna pendant 13 longues années en initiant ses fidèles à la magie noire et à un culte sanguinaire. Sa reine cadavre serait visiblement une femme marcheuse blanc, bien que certains pensent qu'elle pourrait être apparentée aux antiques rois des tertres, ce qui expliquerait son aspect cadavérique, puisque cela ferait référence à la malédiction du premier roi que je vous ai précédemment raconté dans les légendes du Nord. Toujours est-il que le roi de la nuit fut renversé par une alliance composée du roi de l'hiver Brandon Stark le briseur et du roi au-delà du mur Joramun le sauvageon. Les deux souverains s'unissent pour contrer la menace du roi de la nuit et ils parviennent à délivrer la Garde de Nuit de ce sinistre couple royal. Ce n'est qu'après coup que l'horreur fut découverte, en particulier les nombreux sacrifices faits au nom des marcheurs blancs. Personne ne semble s'accorder quant à l'identité de ce 13e Lord Commandant, mais la vieille Nan aurait révélé qu'il pourrait s'agir d'un Stark, très certainement le frère de Brandon le Briseur, ce qui expliquerait la volonté du roi de l'hiver d'effacer toute trace de cette histoire définitivement. Après coup, les Stark se détournent de la Garde de Nuit pour se concentrer sur leur territoire, notamment avec toutes les guerres que je vous ai narrées précédemment. C'est à une époque assez imprécise que les Andals arrivent à Westeros, un événement qui vous sera raconté très prochainement puisque vous vous en doutez, on a affaire à une toute autre histoire. Ainsi commence l'ère des dragons qui se développe en parallèle de ce nouvel âge historique qui fait suite à l'âge des héros. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle version et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur l'univers de Game of Thrones. Salut à tous!